Quindi abbiamo cercato di riportare la natura più all'interno della città. La natura più all'interno della città. Je m'appelle Anaïs Duché, je suis traductrice adaptatrice de l'audiovisuel, auteure de sous-titrage depuis 2002. J'ai eu un parcours universitaire assez classique. J'ai commencé par faire des études d'anglais, un LLCE d'anglais, et puis un Master 1 de traduction, et puis un Master 2 professionnel de traduction, adaptation cinématographique, doublage et sous-titrage. Je traduis essentiellement des longs métrages pour le cinéma et des séries pour la télévision. Mais la vérité objective... La vérité objective, c'est que vous êtes vraiment une bande de Mickey avec vos méthodologies archaïques de dinosaures sous perfusion de l'étain. Je m'appelle Sylvestre Méninger, je suis auteur de sous-titres et de textes de doublage. J'ai pas suivi le parcours classique. J'ai pas fait d'études de langue ni d'études de traduction audiovisuelle. J'ai fait une thèse d'histoire du cinéma. Et ensuite, je me suis orienté vers la traduction brièvement. Et après, je suis arrivé au sous-titrage en 2003 et au doublage en 2010. Vous avez aucune idée, vous savez rien du tout, pas vrai? Je m'appelle Maï Boiron, je travaille dans la traduction audiovisuelle depuis 1991 exactement. Je suis entrée directement dans le métier chez Titrafilm, chez qui je suis restée 20 ans en tant que salariée. Au bout de 7 ans à temps plein chez Titra, je me suis mise à faire mes propres sous-titres grâce aux clients que j'avais en simulation qui m'ont tous donné un long métrage à traduire. On a commencé par la restauration de terres sauvages et la pratique du brûlage dirigé, afin d'observer les changements de la communauté végétale et ses effets. Je m'appelle François-Xavier Duranty, je suis traducteur, je travaille pour l'industrie, pour l'édition et pour l'audiovisuel. Et ma particularité en traduction audiovisuelle, c'est de travailler essentiellement à partir du hindi. Le hindi est une langue que l'on qualifie parfois de rare, bien qu'elle soit très parlée à l'échelle mondiale, mais dans le paysage audiovisuel français, elle est rare. Oh, arrête! Vas-tu arrêter ce vacarme, enfin? Les abeilles ne chantent pas! Parce que chanter donne envie de s'amuser, et s'amuser donne envie de lambiner. Et une abeille paresseuse, oh! La traduction audiovisuelle, c'est une profession qui est très mal connue. Par exemple, ça m'arrive régulièrement, quand je dis ce que je fais dans la vie, qu'on me demande « Ah, c'est toi qui fais les voix ?» Donc il y a d'énormes confusions sur ce que comporte notre métier. Ce qu'on traduit, c'est des œuvres de l'esprit, des œuvres qui ont été écrites et ensuite filmées, mises en scène. Ce qu'on fait, ça n'a rien à voir avec la traduction technique ou l'interprétation, c'est de la traduction littéraire. C'est important de savoir que les traducteurs, les gens ne savent pas toujours, sont des auteurs, au sens réellement auteur, c'est-à-dire comme un écrivain, comme un réalisateur de film, comme un scénariste. Et je dirai plus rien tant que vous m'aurez pas laissé la voir. Maya! Oh, miel alors! Jason est sauve! Les gens ont tendance à croire que c'est facile de faire un sous-titrage ou que c'est facile de faire un doublage, que ça se fait à toute vitesse, sans vraiment parler anglais ou des choses comme ça. Et les gens n'ont pas conscience que c'est un métier à part entière, qui n'est pas facile du tout. La plupart des traducteurs aujourd'hui sont Bac+5, quand même, sont bilingues ou trilingues. Ils ont vécu à l'étranger pour parfaire leur connaissance de la langue. Les métiers de la traduction en général, et en particulier la traduction audiovisuelle, ce sont des métiers très féminins. Et comme beaucoup de métiers féminins, ce sont des métiers moins respectés, moins légitimes. C'est un métier qu'on fait chez soi, en tant qu'indépendant. Un autre problème avec la traduction audiovisuelle, c'est qu'on est en bout de chaîne. Notre travail se fait une fois que toutes les autres étapes de création, de production et de post-production du film ont été réalisées. Et vous seriez... C'est quoi votre nom déjà? Ce qui laisse en général peu de temps pour effectuer ce travail qui est pourtant vital. What the hell did you guys do with him? Yes, Nick, we have been listening to you. But the truth of the matter... The truth of the matter is... Mickey Mouse operation. Je pense que vous avez un rôle essentiel parce qu'on le sait très bien dans la fiction comme dans le documentaire. Une œuvre mal traduite ou avec de mauvais sous-titres, c'est souvent catastrophique. On ne reconnaît pas suffisamment le travail du traducteur. Le traducteur, c'est quelqu'un qui est un peu en back-office, hein, j'ai envie de dire.
C'est pas celui qu'on repère en premier. Alors il fait souvent un travail très important. Je vais vous montrer. D'abord, vous allez... Attends, tiens-moi ça. Donc on voit des reportages sur les plateaux de doublage, on voit les comédiens qui doublent, mais le travail de l'auteur, personne ne le voit jamais. C'est un travail vraiment de l'ombre et le public ne sait pas ce qui se passe. Parmi ces deux branches, le sous-titrage et le doublage, on se trouve face à des modes de traduction qui ont des contraintes presque opposées. En version originale sous-titrée. Toujours. Même à la télévision, en podcast. Pourquoi pour avoir les voix réelles des acteurs. Voilà. On est plus dans le film, je trouve. Et puis peut-être aussi pour la traduction, pour être sûr de... Enfin, on pense que peut-être en version française, peut-être que les choses ne sont pas dites de la même façon qu'en sous-titrage. Je dois avoir la version toute option. Dans le cas du sous-titrage, évidemment, on entend les voix originales, donc ça a un aspect positif. Enfin, je trouve ça très agréable d'avoir le jeu original des acteurs, leur voix originale. Et on essaye de traduire en condensant le plus possible, en tirant le jus de ce qu'ils disent, en 2 lignes maximum. Et pour chaque sous-titre, on a un nombre de lettres à respecter. Donc ça oblige à une grande concision. Donc dès que les personnages originaux parlent vite, disent beaucoup de choses en peu de temps, forcément le sous-titre sera d'autant plus réduit, d'autant plus condensé et obligera à faire une somme des informations en peu de mots. Do you have any clue how fast dumb lost little kids like me, Jonah, or Nomad could ruin a place like this? Have it come grinding to a halt like the stone wheel it is? En sous-titrage, la contrainte principale, c'est qu'il faut être synthétique. On manque de temps. On peut essayer de tout traduire, mais à ce moment-là, les spectateurs ne vont plus voir le film, ils vont le lire. Je pense que de choisir la version sous-titrée, j'ai plus l'impression de voir le film comme il devait être vu. C'est vrai. Alors, quand on me confie un film à sous-titrer, par exemple, je commence par recevoir plusieurs vidéos du film divisées en bobines, d'où l'inscription Bob ici. Et puis, je reçois également donc, un fichier de repérage, c'est-à-dire que les sous-titres sont prédécoupés, donc comme on les voit ici, comme des petites cases qu'il va donc falloir remplir avec le texte français. Et puis, je reçois un script avec les dialogues d'origine. Ces traducteurs, on va faire un certain nombre de choses pour leur faciliter le travail. On va préparer des fichiers avec un relevé de dialogue qui est déjà prêt, qui est vérifié, avec des choses qui sont propres, où ils n'ont pas besoin de faire des recherches pendant des heures pour savoir si c'est vraiment de ça qu'on parle. Une fois la vidéo intégrée dans mon logiciel de sous-titrage, je peux évidemment faire défiler image par image ou en lecture pause les répliques pour évaluer leur longueur, et puis le logiciel me calcule le nombre de caractères auxquels j'ai droit pour traduire chaque sous-titre en fonction de sa durée d'apparition à l'écran. Écrire des sous-titres, c'est transformer de l'oral en écrit, tout en donnant l'impression au spectateur qu'il ne lit pas, mais qu'il entend du texte alors qu'il est en train de le lire. Et en peu de mots, où il faut faire passer toutes les idées, toutes les sensibilités, tous les niveaux de langue, tous les registres. So far have yielded no evidence of DNA, hair fibers, shoe prints, nothing. No. Voilà, donc là il y a description de l'absence d'indices, donc no DNA, donc ni ADN, no hair fibers, donc en faisant des recherches je me suis aperçu qu'on ne disait pas non pas des poils ou des cheveux, puisque hair fibers, ni des fibres capillaires, on dit en termes techniques de la police des éléments pileux. Donc voilà, j'intègre cet élément-là à mon sous-titre. Donc je réécoute ma réplique. Of DNA, hair fibers, shoe prints, nothing. Donc shoe prints, donc ni empreinte, rien. Donc là, on a suivi le rythme de la réplique, et puis on est dans le bleu, c'est-à-dire que le logiciel a calculé qu'on a suffisamment de temps pour lire la quantité de texte que j'ai intégré. Produire des bons sous-titres, c'est-à-dire des sous-titres invisibles, c'est très difficile. C'est largement aussi difficile que d'écrire un texte de doublage qui va donner l'illusion du synchronisme et du naturel. La cinémathèque française, donc j'allais voir des films japonais avec mes filles, où le sous-titrage était vraiment difficile à suivre.
Mais il y a eu parce que il y a eu avait une. Je crois, là-dessus. Voilà, il y a eu beaucoup de progrès différents. C'était pas instantané. Il fallait. Et puis le blanc a été mal visible. Enfin, ce qui fait que c'était quand même difficile. Quand on repère des sous-titres, on décide si on va en faire un ou deux pour dire cette idée-là, si on va les enchaîner, si on va laisser une pause entre les deux sous-titres parce que la personne fait une pause. Donc tout ça, ce sont des normes techniques que le grand public ne connaît pas, qu'il ne peut pas percevoir. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'un repérage qui est mal fait, le téléspectateur va fatiguer. Il ne saura pas pourquoi il fatigue, il ne saura pas pourquoi il n'accroche pas. Mais il est évident que le repérage est quelque chose qui va permettre de fluidifier sa lecture et qui va lui permettre de jamais décrocher du film. Alors pour le sous-titrage, évidemment, au-delà de la contrainte évidente de temps, il y a aussi la contrainte du respect de l'image. Et là aussi, ça rajoute une difficulté certaine. Le respect du montage. Éviter que les sous-titres s'affichent sur plusieurs plans. Le changement de plan, c'est déjà un changement pour l'œil, visuellement. Donc, sortir le sous-titre presque en même temps que le changement de plan, pour le téléspectateur, c'est beaucoup plus reposant parce qu'il ne va pas avoir deux mouvements. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui, sur la longueur d'un film, quand on regarde un film pendant 1h30, 2 heures, si on a des choses qui sont harmonieuses, qui arrivent au bon moment, qui sortent au bon moment, qui s'enchaînent de la bonne manière, ça va grandement faciliter la lecture du téléspectateur. Et ça, effectivement, il n'y a que les labos et que les personnes qui font le travail qui peuvent se rendre compte de l'importance du repérage. Je pense que c'est une question d'habitude de pouvoir lier à la fois le visage de l'acteur et de lire en même temps le sous-titrage. Je pense que voilà, on arrive au bout d'un moment à avoir je pense que là, il va très vite, ouais. Et le cerveau aussi. Hein. Ça va très vite. All I could do was go to the hospital every single day, sit there, watch her suffer every procedure, every test. Donc pendant 2 ans, tout ce que j'ai pu faire, c'était l'accompagner à l'hôpital et rester à ne rien faire pendant qu'elle subissait des traitements et des examens. Voilà, donc ça c'est évidemment beaucoup trop long pour mon sous-titre, mais je peux essayer d'aller à l'essence du texte en mettant une phrase comme je l'ai vu au lieu de je suis restée sans rien faire, donc je l'ai vu. L'idée de souffrance avec le verbe endurer, je l'ai vu endurer, traitement et examen. Pendant 2 ans, je l'ai vu à l'hôpital endurer traitement et examen. For 2 whole years, all I could do was go to the hospital every single day, sit there, watch her suffer every procedure, every test. Je travaille toute la journée sur un texte qui n'est pas le mien, qui est celui d'un scénariste étranger. Et le rêve, ce serait de pouvoir justement lui demander quelles sont ses intentions quand il a écrit telle chose, telle phrase, tel mot. Par exemple, sur la série The Walking Dead que je sous-titre, qui est pleine d'allusions, d'ambiguïtés, de référents manquants, volontairement d'ailleurs. J'aimerais pouvoir aller voir les scénaristes et leur demander voilà, exactement quelle est leur intention, pourquoi ils ont choisi ce mot-là spécifiquement, et ensuite qu'on échange sur la façon de le rendre du mieux possible en français. J'ai eu la chance de travailler sur Take Shelter, Mud. Là, j'ai été en contact direct avec le réalisateur, ce qui m'arrive rarement, parce qu'en général, le réalisateur ne participe pas à l'écriture des sous-titres, en tout cas, tandis que là, il a été là pour répondre à mes questions, c'était formidable. Les missions impossibles, donc pour Mission Impossible, là, il s'agit de trouver du jargon, des renseignements, des services secrets, donc c'est pas évident, donc il y a des livres, il y a des émissions. Il n'y a pas de film facile, parce que finalement, le film le plus difficile peut-être que j'ai eu à traduire, là, récemment, c'est le remake de Point Break. Le montage était fait de telle manière que toutes les répliques étaient un petit peu coupées au début ou à la fin, et avec le respect des plans que nous impose le sous-titrage, j'avais donc d'autant moins de place pour traduire mes répliques. Et puis ensuite, il y avait une très grande difficulté à reconstruire les phrases. Il fallait... les personnages parlaient très vite, parce qu'il y avait beaucoup d'informations, c'était très dense. Et donc, moi, dans mes sous-titres, là, pour le coup, c'était très difficile de supprimer des informations parce qu'il fallait informer le spectateur de tout, des lieux, des moments, du nom des défis, qui sont des noms un peu à rallonge. Hein. C'est passionnant, vraiment, ces rencontres humaines également et techniques. On apprend plein de choses tous les jours, on apprend. Voilà, c'est ce qui fait un des intérêts principaux de ce métier, je trouve. Sous-titrer un film, ça se fait pas en 3 jours, ça se fait en 2 semaines, pleines.
hein, parce qu'il faut faire un premier jet, faire un deuxième jet, relire plusieurs fois. En moyenne, il faut compter 2 à 3 semaines pour sous-titrer un long métrage et 1 semaine à 10 jours pour un épisode de série. Une fois que le traducteur a terminé la traduction et qu'il l'a relu, il va se rendre au laboratoire pour faire ce qu'on appelle la simulation, qui est une étape indispensable dans le processus. C'est-à-dire qu'on va faire un visionnage du film, par exemple, avec un simulateur, c'est-à-dire une personne qui va être aux commandes, et le traducteur, lui, va d'un seul coup prendre une sorte de pas de recul sur sa traduction, va devenir un spectateur de sa propre traduction, ce qui va lui permettre d'avoir vraiment une vision totalement différente, un œil extérieur, va reprendre un œil extérieur, avec en plus celui du simulateur et du client, car en général, le client est présent également pour ce visionnage, qui permet de faire les derniers ajustements, les dernières harmonisations, et puis des petites corrections, des choses qui peuvent encore traîner, puisque quand on a passé beaucoup de temps sur une traduction, quelquefois, il y a des choses qu'on ne peut plus voir. Version originale, je préfère la regarder. On entend l'acteur, alors que souvent, si c'est une copie, enfin en version, une autre version, on sent un décalage. Ça ne rend pas la parole de l'acteur. Voilà. Il y a une opinion qui prévaut, qui est parmi les cinéphiles en particulier, qui est que la version originale sous-titrée, c'est la seule façon de voir et d'apprécier un film tourné dans une langue étrangère. Si nous aimons l'audiovisuel, cela remonte très souvent à l'enfance, et lorsque nous étions enfants, le seul moyen d'accès que nous avions aux œuvres qui venaient de l'étranger, c'était les versions doublées. Je trouve qu'on a parfois tendance à oublier les heures que l'on a passées enfant à savourer des œuvres qui étaient en version doublée. Je peux regarder des films en version française quand il s'agit de films que j'ai vus il y a 20 ans, parce qu'ils font partie de ma jeunesse et que j'avais aimé les voix de doublage. Voilà. On a 2 enfants, 2 adolescentes de 14 et 16, elles choisissent elles-mêmes le sous-titrage. C'est marrant, dès qu'il y a la voix française, ah non, c'est pas possible. Mais de toute façon, elles ont le goût de l'apprentissage de l'anglais quand même aussi, et elles pensent qu'elles intégreront plus la langue comme ça aussi. Alors, c'est vrai que les sous-titres, on peut se dire que c'est plus adapté aux gens qui ont une certaine notion de la langue originale. Dans ce cas-là, les sous-titres viennent compléter la compréhension, même inconsciente, que le spectateur peut avoir de l'original. Mais dans certaines langues rares, il reste quand même l'avantage d'avoir le jeu original du comédien, qui, selon moi, est irremplaçable. On est vraiment plus dans le film, et puis les langues, c'est tellement formidable d'entendre les langues en montre. Je pense même à des films indiens où Les films indiens, les films iraniens, oui, donc pourquoi les voir en français? Ça n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, une musicalité effectivement qu'on entend. Voilà. Je voudrais qu'on se pose des questions sur comment on fait passer une réalité culturelle d'un monde à l'autre, c'est-à-dire du fin fond de l'Afghanistan jusqu'à Paris 13e. Qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui casse? Est-ce qu'on ne peut pas garder ce mot house en anglais et partir sur house, la house music, et créer aussi un effet d'humour, parce qu'il va y avoir un décalage flagrant entre les 2 vieilles qui jouent les coquettes aussi. Elles disent non, je ne veux pas aller à la piscine, mais enfin, j'aimerais bien quand même me baigner avec un GI. Et là, c'est pareil. Je pense que ça marcherait bien aussi avec la gestuelle. N'oubliez pas qu'on traduit toujours de l'image, du son et du texte. Il me semble que si on garde house en anglais et house music en français, quitte à forcer un petit peu le texte en disant « Si, tu sais bien, cette musique de jeunes que mon fils écoute », je pense qu'on peut avoir cette liberté-là si ça permet au spectateur de profiter du film et de se marrer à cet endroit-là, ce qui est l'intention de l'auteur. Le débat, je pense, n'est pas tranché. Entre je respecte, je mets le plus de couleurs locales possible et j'adapte au maximum pour que ça passe facilement pour un spectateur ou un téléspectateur. Le choix va aussi dépendre de la nature de l'œuvre, de la nature du diffuseur aussi. Peut-être qu'un film qui va passer en 4e partie de soirée sur Arte ne va pas être exactement adapté de la même façon qu'un film destiné au prime time sur TF1. C'est trop débile. Qu'y a-t-il? C'est si compliqué. Non, je refuse de le faire. Vous refusez de le faire.
C'est leur gueule qui parle, on dirait. En doublage, c'est un autre compromis, on n'a pas les voix originales. Donc là, l'essentiel est de respecter la musique du corps de l'acteur. Si le sous-titrage est basé sur l'illusion qu'on doit donner au spectateur qui comprend la langue, l'illusion que doit susciter le doublage, c'est que les acteurs parlent français. Donc il y a une très forte contrainte, en tout cas quand les acteurs sont à l'image, de synchronisme, qui va bien au-delà de respecter le mouvement des lèvres. Merci pour cette description vraiment très évocatrice. Nous t'attendions justement, Maya. Quoi que vous fassiez, ne passez surtout pas par la forêt des araignées! Quand il bouge, quand il fait un geste de la main, quand il ouvre les yeux, quand il lève les sourcils, toutes les expressions du corps et des yeux et du visage du comédien sont importantes pour créer l'illusion du synchronisme. Le rythme auquel il faut se plier en tant qu'auteur de doublage, c'est vraiment le rythme de l'acteur. La vérité objective. C'est quoi la vérité objective ici? Souvent, j'ai l'impression que le public ne se rend pas compte du travail nécessaire à la préparation d'une version doublée. Ils s'imaginent que les comédiens français arrivent, ils boivent leur café, ils fument leur clope, et hop, ils se mettent à improviser en voyant les comédiens originaux à l'écran. Or, il y a tout un travail préparatoire qui prend des semaines, où un auteur va traduire en respectant les mouvements de bouche, les mouvements du corps, les mouvements des yeux des comédiens, et ça prend des semaines. D'abord, il y a un travail préparatoire de détection, on lui met les mouvements de bouche, etc. Il travaille à sa traduction. On se croirait au début de la guerre froide, tout est périmé. On se croirait au début de la guerre froide, tout est obsolète. Archaïque de dinosaures sous perfusion de l'étain. On se croirait au début de la guerre froide, tout est obsolète. Il intègre le sens, il regarde le comédien et il écrit, voilà, à longueur de temps, enfin pendant des semaines, il va écrire le texte que le comédien français va jouer ensuite, en le jouant quand il passe derrière la petite barre rouge. Mon bébé, où il est? Je me suis mis un truc dans l'œil. Hein? Normalement, doit être fiable parce que doit étudier le test avant, je pense. Mais d'un langue à l'autre aussi, il y a des différences. Faut s'adapter. Juste trouver les mots. Donc sur une version doublée, je sens vraiment que ça a été doublé, enfin que c'est pas la version originale, quoi. Parce que si on se concentre bien en fait sur les lèvres des acteurs, on voit vraiment que c'est doublé. En zappant à la télévision, tout de suite on reconnaît si ce film est doublé avec les fameuses séries américaines. Tout de suite, sans... Mettons, si je suis en train de préparer à manger, j'entends, je dis tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et on reconnaît tout de suite. Je veux voir Ellie. Je veux voir Ellie, ok? Je veux voir Ellie, c'est tout. J'aime bien la version française parce que c'est plus clair, on arrive plus à se concentrer sur le film, à mieux comprendre les blagues, tout ce qui se passe. Quand c'est sous-titré, on est plus occupé à lire et du coup, on perd un petit peu du film. La vérité objective, c'est que je suis le seul à réfléchir un peu ici. Alors pour écrire la version française d'un film, l'auteur a besoin de deux éléments, un fichier vidéo qu'on charge dans le logiciel et la détection du film, c'est-à-dire le relevé de tous les dialogues et de tous les mouvements de bouche que je vais devoir respecter en traduisant. Donc cette détection, elle a été faite par un détecteur qui est un professionnel qui a travaillé plusieurs jours pour la produire. Il nous met comme la portée de la musique qu'on va écrire ensuite, avec les signes, les fermetures de bouche, les labiales, les semi-labiales, etc., qui sont des petits signes comme ça, sous lesquels on va écrire la traduction, parallèlement à l'image qui avance, forcément, sur la bande rythmo. La vidéo, évidemment, est synchronisée avec la détection pour que les mouvements de bouche repérés par le détecteur correspondent exactement à ceux de l'acteur. Par exemple, quand le détecteur a inscrit une labiale, c'est-à-dire une bouche fermée, le logiciel synchronise parfaitement la détection et l'image pour que ce signe de bouche fermée soit exactement au moment où l'acteur ferme la bouche. Ici, on a la ligne de la langue originale, l'anglais, en dessous la ligne du français que j'ai écrit, et donc les signes de détection entre les deux lignes, les plus importants étant le signe des labiales, les M, les B et les P, c'est-à-dire des lettres qu'on ne peut pas prononcer sans fermer la bouche.
Voilà, les labiales. Les semi-labiales, là, sur un F, on l'en met aussi sur des V. Et ce petit signe comme ça en U, ce grand U qui est une ouverture de bouche. Alors vous allez voir quand l'ouverture passe à la barre rouge, le comédien ouvre. Alors bien sûr, on commence par écouter l'anglais. Pour avoir le jeu, pour bien entendre le jeu original. Ensuite, ce petit passage là qui nous intéresse, You're the one that's infuriating me, you quack, on se le repasse sans le son. Je l'écoute une fois, mais ensuite je coupe le son. Parce que ce qui est essentiel, c'est que je m'inspire de l'image, plus que du son. Parce que les mots anglais, il va falloir que, à la fois, j'assimile ce qu'ils veulent dire, mais que je les oublie. En tout cas, j'oublie le son qu'ils ont pour les remplacer par du français. Donc il faut que j'oublie presque l'anglais, en gardant le sens en moi et en le retraduisant en français, dans le rythme, pour suivre la musique du corps de l'acteur. J'ai calé mon texte avec un V sur cette semi-labiale, un M que j'arrive à faire passer sur son F, il est presque bouche fermée, le V de m'énerver sur une autre semi, ensuite il ouvre, et là, espèce, le P sur la labiale, on est passé au bon moment, voilà, espèce de to, donc il avance la bouche, là c'est ce petit signe, donc on peut facilement mettre un O sur les avancées de bouche, et ensuite la fin de l'insulte, car. J'en ai marre, arrêtez de me faire chier avec ça, c'est vous qui m'énervez, espèce de tocard. L'essentiel, c'est vraiment la musique, le rythme général de la phrase, et le naturel, parce qu'on peut écrire une phrase extrêmement synchrone, qui est très difficile à jouer, ou qui ne rentre pas du tout dans la bouche, comme on dit. Or, les comédiens, après, vont avoir un mal fou à jouer un texte, même s'il est très synchrone, s'il n'est pas naturel. C'est vraiment ce qui prime, je dirais. Silence! Et nettoie ça maintenant. Ceci est une ruche, pas un affreux nid de frelons. La reine n'est pas capable de diriger la ruche, Crowley. Nous devons faire quelque chose pour changer ça. Bien, à nous deux petites pestes. La reine n'est pas capable de diriger la ruche, Chronigo. Nous devons faire quelque chose pour changer ça. Ok, superbe. Sur le sous-titrage, j'ai mis espèce de charlatan, parce que c'est vraiment le sens exact de quack. Mais charlatan, c'est trop long là, ça va pas aller, on va déborder, et le comédien français parlera plus longtemps que le comédien américain, ça marche pas. Donc il me fallait quelque chose en 2 syllabes. Naze, espèce de naze, c'est trop court, espèce de charlatan, c'est trop long. Donc j'ai trouvé tocard, qui a le mérite de commencer par un O sur l'avancée de bouche de l'acteur, avancée signalée par cette petite croix. Et puis d'ouvrir ensuite, surtout quand on est énervé, espèce de tocard, d'ouvrir sur son ouverture de quack. Donc on voit bien que là, l'idée, c'est évidemment de traduire le sens, d'être au plus près du sens, mais en doublage, on ne suit pas du tout littéralement les mots, puisque là, il y a une triche complète. Hein. Sur mi, on a mis espèce. C'est donc absolument pas la traduction de mi. Hein. Espèce, c'est complètement autre chose. Simplement, l'idée, c'est de créer l'illusion en respectant le synchronisme et, tout aussi important, en respectant le rythme et l'engagement, le regard de l'acteur à l'image. Votre place est dans un musée. Vous êtes une relique. Vous êtes pathétique. Les vilains parasites qu'ils cachent dans leur duvet sont entraînés à attaquer les frelons. Et si vous les laissez s'approcher, ils suceront votre cerveau jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Parfois, il faut procéder à une sorte de gymnastique pour que les choses soient en rythme, correspondent évidemment au sens de la langue originale, et provoquent cette illusion de synchronisme, pour qu'ensuite le spectateur croit qu'il parle français. Car les données du spectre lumineux sont plus objectives, pour aller vite, que les mots qui servent à désigner les couleurs. Le mot sphère écrit en jaune va avec la forme sphère. Le mot pyramide écrit en bleu va avec la forme pyramide. Le bleu écrit en jaune, le jaune en vert correspondent aux formes et aux couleurs visibles et non aux mots eux-mêmes. Car les données du spectre lumineux sont plus objectives, pour aller vite, que les mots qui servent à désigner les couleurs. En version sous-titrée,
il en manque, j'ai pas pu tout mettre, et ça devient très difficile à suivre parce que c'est un test abstrait, le personnage a un débit très important. En sous-titrage, il en manque, et je trouve que là on arrive un peu aux limites sur ce genre de scène, aux limites du sous-titrage. Et à l'intérêt réel de la version française quand elle est correctement écrite et bien dirigée, comme c'est le cas. J'ai travaillé avec une directrice artistique, Christelle Wurmser, qui a été formidable sur le film. Quand la VF est bonne, on dispose de plus de temps, on peut mettre plus de mots qu'en sous-titrage, on peut pratiquement tout mettre. Et sur des scènes comme ça permet une meilleure compréhension du film. Quand on écrit un sous-titrage, ça reste assez cérébral, j'ai envie de dire, même si on traduit quand même des paroles. Il faut que ça reste naturel, que ça puisse presque être dit. Mais le doublage, lui, va puiser dans l'émotion. C'est pour ça que je ressens une fatigue physique supérieure quand je fais une adaptation de doublage, et une émotion supérieure. Je vis un petit peu avec les comédiens ce que je suis en train d'écrire. Et donc, pour le comédien derrière, c'est ça on doit traduire des émotions, pour que le comédien après n'ait plus qu'à les donner avec le texte qui le porte. Il hurle à la mort et pousse des cris monstrueux dans la nuit. Super. Toutes les autres tribus suivront, c'est évident. Et à coup sûr, ils transformeront notre prairie en un énorme et horrible nid de frelons, Majesté. Une fois qu'on a traduit la totalité du film, on fait d'abord une première relecture avec un collègue traducteur, auteur, qui consiste tout simplement soi-même, l'auteur du film, de la traduction du film, à lire tous les personnages, et l'auteur va vous dire non, là on comprend pas, ou là c'est pas synchrone, faut changer, c'est pas logique. On corrige, on améliore, c'est une étape importante, et ensuite il y a ce qu'on appelle la vérification avec le client et le directeur artistique. Le rôle de l'auteur, là, est primordial, c'est-à-dire qu'il va lire son texte à voix haute sur tous les personnages du film, sur toute la durée du film, en place. Ça veut dire qu'il va lire synchrone, ça veut dire lire quand le texte passe derrière la petite barre rouge. Le client valide, fait des remarques, et même chose pour le directeur artistique, qui est donc la personne qui va diriger les comédiens, et dont l'œil est donc absolument indispensable, puisque c'est lui qui va vous dire non mais ça ils arriveront jamais à le dire, là t'as mis trop de texte, là il n'y en a pas assez, là c'est trop court, là c'est trop long, là je comprends pas bien, je suis un peu perdu. Là, ce mot-là, ça ne va pas dans l'émotion, dans la psychologie du personnage à ce moment-là. Je pense qu'il vaut mieux que tu prennes ce mot-là parce que c'est plus fort, etc. Donc on travaille ensemble à traduire le mieux possible la psychologie d'un personnage dans une scène donnée et de faire en sorte que ce soit jouable après par le comédien et que ça corresponde à l'émotion de la scène en question. Oh Willy, comment veux-tu reconnaître un frelon si tu passes ton temps à dormir en classe? Lui, il faut qu'il puisse guider ses comédiens en s'appuyant sur un texte avec lequel il est d'accord, sur un texte qu'il a validé. Et donc, on corrige. En général, vérifier un film d'1h30, ça prend une journée. Donc c'est vraiment une étape tout à fait indispensable de dialogue entre la personne qui écrit le texte et la personne qui va le faire jouer. Une vérif réussie, pour moi, c'est 3 personnes. En général, on est à 3 ou 4 parfois, qui se comprennent. Enfin, je ne sais pas comment dire. Ben, c'est comme dans toute relation humaine. Il faut que ça circule, que les esprits se rencontrent et puis travaillent dans le même sens. Donc, idéalement, tout le monde connaît très bien le film. Et puis, on essaye d'être au service du film, tout simplement. Comment tu peux dormir alors que mon garçon a disparu? Quoi? Non, il a disparu. Je ne le trouve plus. Je parie qu'il a dû filer en douce. Allez, on bouge. Tout le monde avec moi. Je dois retrouver mon fils. On tenait beaucoup à conserver les gravats et à laisser le site pratiquement dans l'état où on l'avait trouvé. En plus du sous-titrage et du doublage synchrone, existe une pratique qui est très répandue, qui est ce qu'on appelle le voice-over. On parle aussi de survoix. C'est le doublage dont on a l'habitude quand on regarde un journal télévisé, par exemple.
c'est-à-dire un doublage qui n'est pas synchronisé avec le mouvement des lèvres et qui ne prétend pas en fait donner l'illusion que la personne qui s'exprime face à la caméra parle dans une autre langue. Donc on entend les deux voix, une voix en arrière-plan, qui est la voix d'origine, qu'on entend moins, et puis la traduction qui vient se poser par-dessus, qui commence un peu après et qui disparaît un peu avant la fin de l'énoncé. Je pense que c'est un aspect très important de l'identité des lieux. On tenait beaucoup à conserver les gravats et à laisser le site pratiquement dans l'état où on l'avait trouvé. Je pense que c'est un aspect très important de l'identité des lieux. Évidemment, les contraintes sont moins draconiennes, mais elles ne sont pas absentes. L'une des raisons qui nous ont poussés à faire des recherches sur les toits végétaux, c'est que ces toits ont été développés sous des climats très différents du nôtre. Des régions généralement beaucoup moins agressives pour les toits. Éclair, c'est une maison qui a maintenant plus de 100 ans. Très très vite, on a développé tous les métiers de l'adaptation. On sait faire du très bon doublage. On a de la voice-over, on a du sous-titrage multilingue, on a du sous-titrage pour les sourds-entendants, on a du sous-titrage en direct, on a de l'audio-description. Donc on couvre vraiment toute la palette des prestations qu'on peut proposer sur ce qu'on appelle le multilingue et l'accessibilité. Notre travail consiste effectivement à adapter du film, du téléfilm, du documentaire, donc vers le français essentiellement, parfois un peu vers l'anglais pour des distributeurs à l'international, mais essentiellement vers le français grâce à la voix. Donc ça peut être de l'audio-description, ça peut être de la voice-over, ça peut être du doublage. Donc en fait, le processus est à peu près le même à chaque fois, sauf que les contraintes sont un petit peu différentes et le travail d'adaptation ne va pas être le même en fonction d'un doublage par exemple et d'une voice-over. Mais bon, il faut passer par un travail de traduction. Pour une voice-over, on a souvent un client, on travaille pour des chaînes télé essentiellement. Pour ce qui est du doublage, c'est plus des producteurs qui nous commandent, et parfois des chaînes aussi, pour des diffusions en version française. On reçoit énormément de documentaires sur des thèmes totalement différents, des choses très très différentes. Toute cette adulation le gênait, à titre personnel, mais aussi en tant que musicien de talent. On part à peu près sur une base de, pour un 52 minutes, on va laisser une grosse semaine voilà, pour le travail de traduction et d'adaptation. On vous considère comme l'un des meilleurs guitaristes au monde, et ça recommence. Il ne comprenait pas qu'on le vénère à ce point. L'un des meilleurs du studio ? L'un des meilleurs sur cette chaise, allez. Une fois que ce texte est validé, si le budget nous l'autorise, on fait appel à un directeur artistique à qui on va confier toute la distribution. Et donc ensuite on commence la séance d'enregistrement en présence du directeur artistique. Diviser sa liaison, mais pour Matt Dyson, ce n'est guère convaincant. La passagère a donc menti. Je m'appelle Eric Chantelose et donc je suis comédien et je fais pas mal de voix off, des narrations de documentaires, des voice-over. Donc la grosse différence qu'il y a avec le travail des gens qui font du doublage, c'est que nous, on n'a pas de bande rythmo, on n'est pas tenu à être synchrone. Donc du coup, on lit au timecode. Comment on le leur a demandé ? Ouais, mais la femme se présente maintenant. Comme on le leur a demandé. Le remonter devant. Ouais. On est tenu aussi de garder un petit peu l'esprit ou l'état dans lequel sont les gens interviewés, s'ils sont particulièrement joyeux ou particulièrement affectés ou bouleversés. Chita Patel et son supérieur, Matt Dyson, sont à la recherche d'autres indices éclairants. Je suis directeur artistique chez Éclair. Voilà, mon travail consiste à récupérer des textes de traducteurs de l'audiovisuel et à partir de là, j'harmonise par la suite avec des comédiens la traduction littérale à l'expression sonore. Ça consiste bien sûr à lire les textes, faire un découpage, choisir les comédiens. Je peux en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et par la suite, je convoque ces comédiens en studio et je dirige ces comédiens avec l'ingénieur du son, bien sûr, qui par la suite, bien sûr, lui va harmoniser ses sons avec la version sonore du film pour avoir à la fin une version française, voilà, qu'on appellera donc VF, qui sera après bien sûr diffusée. Et alors on peut avoir un unitaire, comme on peut avoir des séries, avec des comédiens que je vais avoir en récurrence, qui vont revenir toutes les semaines
Voilà, parce que c'est des séries qui peuvent être sur 12 épisodes ou 13 épisodes, voire plus. Mais Chita Patel veut tout de même avoir le fin mot de l'histoire. Je m'appelle Pascal Manon, je suis ingénieur du son au sein d'Éclair Group, enfin Éclair Cinéma, Éclair Média et donc Imagis. Mon travail consiste essentiellement à enregistrer des comédiens, à les recaler, à faire du nettoyage audio, ainsi qu'à faire du mixage effectivement. Et donc je fais essentiellement du voice-over, du documentaire. Donc ça peut être de la télé-réalité, ça peut être du documentaire dit classique. Selon le gérant, elle a travaillé plus de 20 mois dans ce restaurant. Alors ça dépend. Certaines chaînes aiment bien qu'on soit très joueur et qu'on soit extrêmement proche de l'état et de l'émotion des personnages que l'on double, si on peut dire. D'autres, au contraire, veulent une neutralité, quelque chose d'assez respectueux et simplement, si le personnage est mort de rire, on va juste ajouter un petit peu de sourire dans la voix, mais pas plus. On a une petite différence de travail entre les clients. Il y a des clients qui nous demandent de très précis sur le calage, sur le doublage. On n'est pas tout à fait comme un doublage de long métrage, mais on s'en rapproche. Je fais attention à ça, bien sûr, en fonction des demandes. Après, on a la voice-over n'est pas non plus quelque chose de synchrone. Voilà, ce qu'il faut, c'est que le texte soit audible, compréhensible, et qu'on ne rentre pas dans une espèce d'incompréhension sonore avec des sons bout à bout de voix qui s'harmoniseraient pas forcément dans la bonne compréhension du film. Dans un instant, une passagère qui refuse de rentrer dans son pays. Quand on travaille dans la voice-over, on a affaire à plusieurs traducteurs de l'audiovisuel. Ils vont tous travailler à partir du même fichier. Aucun n'aura la même façon de l'écrire, mais tous auront la volonté de retraduire ce que disent les gens qui sont à l'image. Sur scène, Jimmy pouvait maltraiter sa guitare et défoncer ses amplis. Ils ne le diront pas forcément de la même façon. Et du coup, derrière, les comédiens ne diront pas les choses de la même façon. C'est inhérent au texte qui va être écrit. Enfin, très souvent, ce sont des traductions qui viennent de l'anglais. Et il se trouve que le français est plus long de base que l'anglais. Très souvent, on est obligé de couper parce que les traducteurs font un travail tout à fait correct. Mais le problème, c'est que bien souvent, ça ne tient pas dans les cases. Et on est obligé de couper, d'enlever un petit peu de précision par rapport à ce que le traducteur a fait. On est contraint par le débit de la personne qui parle. Il y a parfois des différences qui sont très importantes dans un même document entre différents intervenants. Un qui va parler de façon très lente, avec beaucoup de petits mots qui ne veulent pas forcément dire grand-chose. On va être obligé de meubler peut-être un peu. Et un autre intervenant qui va parler à toute vitesse en sachant exactement où il va, avec donc un débit rapide et une parole très très ciblée et précise, qui va nous donner du fil à retordre en tant que traducteur. Une fois qu'on a enregistré, on passe en phase de mixage. Une fois que le mix est effectué, généralement, nos clients nous demandent aussi de faire un habillage français sur leur programme, c'est-à-dire changer tout ce qui est en anglais vers le français. Ça peut être les génériques, c'est tous les synthés, ça peut être une partie de sous-titres. Et donc ça se fait en montage. Donc on a une régie spécialisée avec un monteur qui fait ça très bien et à qui on soumet, et ça c'est l'adaptateur qui nous le donne aussi, un relevé des différents synthés, des traductions de génériques, des différentes choses à l'image. Parfois il est amené à faire vraiment du montage avec des petits effets spéciaux, même quand il faut changer l'apparition du titre, quand le client généralement aime bien qu'on essaie de garder l'esprit, donc quand c'est un peu compliqué, ça l'oblige parfois à faire un travail de recherche, ça peut lui prendre du temps et il adore, donc tant mieux. On a passé au synthé français. Celui-là, il est OK. Donc là, je suis en train de poser les synthés qu'on m'a fourni. C'est le travail de l'adaptateur. On a 8 épisodes et on va essayer de rendre cohérent. Il y a plusieurs adaptateurs qui travaillent en même temps. Donc moi, je vais m'assurer que tout est cohérent dans les traductions parce qu'on retrouve souvent les mêmes intervenants. La dernière étape, en fait, c'est le moment de la livraison, quand le client, après avoir visionné son DVD de validation, a complètement validé le projet et on est censé livrer dans un délai imparti, évidemment, qu'il faut absolument respecter. Là, on n'a pas le choix parce que derrière, évidemment, il y a une diffusion. Je suis Nathalie Rao, responsable du laboratoire vidéo chez Éclair et nous sommes ici dans un atelier de fabrication. Donc aujourd'hui, justement, je fabrique un support qui va servir à la diffusion
qu'on appelle le prêt à diffuser. Et justement, il s'agit d'une série qu'on a entièrement adaptée aussi bien à l'image qu'au son. Et je retrouve aussi le mixage qui est maintenant doublé en français, où là encore, on récupère le travail qui a été fait par nos équipes de traducteurs. Donc je vais m'assurer, avant de fabriquer ce support, que tous mes synthés soient bien en place, en français, et qu'au niveau de l'audio, il s'agisse bien de la version doublée française. C'est ici que nous récupérons tous les produits qui sont finalisés en amont, en post-production chez nous, notamment l'adaptation, tout ce qui est travaux d'adaptation. Et c'est ici que nous allons les décliner selon les besoins de nos clients, à savoir les diffuseurs, les plateformes VOD et puis tout ce qui est vente internationale. Donc là, on peut justement retrouver sur ce type de support la version française qui a été doublée, la version neutre, qu'on appelle version internationale, qui permet justement de faire de la voice-over, de refaire des doublages de voix. En gros, c'est tout le mixage sans les voix. Nous avons la version originale et nous avons la version doublée en 5.1. Ce qui permettra au final au téléspectateur de choisir la version qu'il voudra écouter. S'il a une installation multicanal, il pourra envoyer le son 5.1. S'il préfère voir cette série dans une version originale sous-titrée, il choisira sa version audio en version originale et pourra incorporer les sous-titres pendant la diffusion, ou bien écouter tout simplement le doublage français qui a été fait sur cette série. Merci de nous avoir fait vibrer pour ces adaptations. Merci pour votre travail, pour ces magnifiques prix cette année qui sont encore très réussis. Merci à vous d'être venus et de nous avoir écoutés. Merci à tous d'être venus ce soir. En tant qu'auteur de doublage et de sous-titrage, on est inscrit à la SACEM. On perçoit des droits tous les 3 mois en tant qu'auteur parce que c'est un travail de création. Ce n'est pas seulement un travail de traduction littérale, c'est une adaptation. Parce qu'on traduit, mais en adaptant, donc soit au sous-titrage, donc en réduisant, en condensant la traduction, soit au doublage, en créant une illusion de synchronisme. La SCAM est la Société civile des auteurs multimédia. Ça veut dire qu'on représente des auteurs de tous horizons, et donc des traducteurs évidemment, des journalistes, des documentaristes, des écrivains en effet, et on gère, et des gens de l'image fixe, et on gère pour eux des droits. On négocie des tarifs, et les chaînes de télévision, les plateformes, nous versent des droits, et à charge pour nous de les répartir entre les différents auteurs qui sont dans la maison. C'est-à-dire que les traducteurs, ils font le travail qu'ils ont à faire, le voice-over ou le sous-titrage, peu importe, ils sont payés parce qu'ils font ce travail, mais au-delà, à chaque fois qu'ils sont diffusés, ils touchent quelque chose. Et donc les traducteurs participent vraiment à la vie de la maison. On a aussi une action culturelle et on prépare, probablement, on a des idées pour préparer peut-être un prix qui reconnaisse la traduction audiovisuelle. Je vous vois, vous. Et je pense commencer à mieux vous comprendre. Depuis une dizaine d'années, on observe une dégringolade des tarifs proposés aux adaptateurs. Alors évidemment, il y a une multiplication des programmes. Avec l'avènement des chaînes câblées, on a vu le nombre de programmes exploser. Donc effectivement, il y avait de l'offre, il y avait du besoin en traduction, mais les tarifs, parallèlement, ont complètement dégringolé. Donc les jeunes auteurs qui arrivent sur le métier n'ont pas forcément conscience de leur valeur, de la valeur de leur travail. Et parfois, on peut être tendance à accepter des tarifs bien en deçà de ce qu'ils méritent et de ce dont ils ont besoin pour travailler. Et c'est très important aussi que les gens avec qui on travaille, nos clients, nos commanditaires, que ce soit les chaînes, les distributeurs, les éditeurs de DVD, prennent conscience qu'on n'est pas juste une petite ligne dans un devis et qu'on est des gens qui travaillent avec beaucoup de passion, mais qu'on a besoin de temps, on a besoin de tarifs corrects pour bien travailler. Et voilà, ces dernières années, ça s'est fortement dégradé. C'est aussi pour ça qu'on se bat. C'est pareil que pour n'importe quel autre travail. Si vous dites à quelqu'un il faut que tu me fasses ce travail en 3 jours, alors qu'il te faudrait 2 semaines, et je vais te payer 1/5 du tarif normal, pratiqué normalement, il n'y a pas de miracle.
C'est quand même le traducteur qui permet à un programme d'être connu dans le monde entier, si j'ose dire. Une œuvre qui est mal transcrite en français, c'est une œuvre qu'on n'a pas forcément envie de voir. Le traducteur, c'est parfois un peu comme la musique. C'est-à-dire, ça ne se repère pas, mais une mauvaise musique, vous le remarquez. Eh bien, le traducteur, je pense qu'un bon traducteur, c'est celui qui ne montre pas trop qu'il a été là, mais qui fait que l'œuvre est accompagnée comme il faut. Ce qui est intéressant avec la traduction, c'est qu'en fait, c'est un filtre à travers lequel va passer tous les efforts et tous les investissements intellectuels et financiers qui ont été faits dans la création de l'œuvre. Voilà, c'est un vrai métier avec des vraies connaissances techniques nécessaires, un métier qui s'apprend avec le temps aussi, et on essaye de faire prendre conscience de ça aux gens, et que comme c'est difficile, il faut le respecter, et pour respecter, il faut connaître. Je sens par exemple, très évidemment, que pour les documentaristes, les journalistes qui font du grand reportage, le travail de traduction est essentiel. Globalement, le travail de traduction, il est intrinsèquement lié à l'œuvre et c'est donc un travail très important. On a beaucoup de chaînes qui sont importantes pour nous à cause du travail des traducteurs. Il n'y a pas tellement d'œuvres originales, mais il y a en revanche beaucoup de travail de traduction. Il ne faut pas s'intéresser qu'aux chaînes qui diffusent des documentaires français. Les jeunes traducteurs doivent apprendre leurs valeurs et ne pas descendre en dessous. C'est très important. C'est l'auteur de la traduction qui a la responsabilité de transmettre au public le résultat de ses efforts, de ses investissements créatifs, intellectuels et financiers. Le traducteur a donc une place absolument centrale dans la diffusion de l'œuvre. Category